CNews, bientôt censurée? Malgré son large succès d'audience, la chaîne du groupe Canal+ vit une tempête inédite. Depuis une semaine, l'Arcom menace de mieux contrôler la chaîne pour manquement à ses obligations de pluralisme. Mais alors à quoi assiste-t-on? Est-ce un simple contrôle médiatique ou une réelle attaque à la liberté d'expression? On retrace toute cette histoire avec Pierre Gentillet, avocat et chroniqueur régulier de la chaîne. Tout le monde se lève pour CNews, c'est le nouveau journal que vous pouvez retrouver dans tous les kiosques, la nouvelle couverture de Valeurs Actuelles, et c'est à cette occasion que nous recevons Pierre Gentillet. Merci beaucoup d'être ici. Bonjour, merci. Vous êtes avocat et vous êtes surtout donc chroniqueur, intervenant régulier sur CNews. On va retracer ensemble la semaine qui vient de se passer, qui a été totalement ubuesque, une polémique qui est plus qu'une polémique en réalité et qui continue d'être alimentée chaque jour. On rebobine. Tout commence le 13 février. On apprend que le Conseil d'État ordonne à l'Arcom de mieux contrôler CNews et notamment de catégoriser les chroniqueurs selon leur faiblesse politique. C'est quoi votre première réaction? Ma réaction, effectivement, c'est une réaction de surprise, parce que là, le Conseil d'État ouvre une boîte de Pandore. Du reste, le Conseil d'État demande à l'Arcom, en fait, il faut bien comprendre cette décision. C'est-à-dire que c'est une décision, en même temps, ce n'est pas vraiment une décision. Je m'explique. Le Conseil d'État refile, entre guillemets, la patate chaude à l'Arcom. Il dit simplement à l'Arcom, pour vérifier que CNews, et même pas que CNews d'ailleurs, c'est pas que CNews, les chaînes de télévision qui sont conventionnées pour avoir accès aux ondes, à une fréquence hertzienne, doivent respecter une condition qui est celle qui est fixée par 86, la loi de 86, qui met comme exigence le pluralisme, d'accord ? Pluralisme politique. Sauf que, jusqu'alors, pour qualifier ce pluralisme, le CSA, aujourd'hui Arcom, regardait uniquement les temps de parole des partis politiques. Aujourd'hui, pour vérifier ce pluralisme, le Conseil d'État élargit le champ d'appréciation de l'Arcom en disant vous pouvez regarder 3 autres catégories, outre les partis politiques, outre les dirigeants et responsables élus politiques, vous pouvez regarder les présentateurs, animateurs donc, les journalistes chroniqueurs, et les intervenants. Là, concrètement, des gens comme moi. Cette décision, il faut bien comprendre une chose. Elle pose beaucoup plus de questions, en réalité, et elle met beaucoup plus dans l'embarras, à mon avis, qu'on ne peut se l'imaginer. Je m'explique. Si on élargit le champ de compétences en disant maintenant, vous allez regarder les différents invités, il y a 2 conséquences à cela. La première conséquence, c'est que si demain, imaginons que l'Arcom sanctionne CNews en disant, au regard de vos invités, intervenants, chroniqueurs, journalistes, vous ne respectez pas les conditions liées au pluralisme, il va falloir que l'Arcom justifie. Parce que derrière, c'est une décision qui est attaquable, c'est une décision administrative. Donc ça veut dire que, suivez-moi bien, l'Arcom va devoir vérifier le temps de parole et mesurer le temps de parole des différents intervenants. Ce qui suppose donc de classer, on y arrive, les intervenants avec une étiquette politique. La question que je me pose, c'est laquelle ? Moi, par exemple, comment est-ce que je vais être classé ? Premièrement, alors, j'anticipe pas trop. Deuxièmement, je vous rappelle qu'on peut, à la différence d'un parti politique, vous savez, quand on change de parti politique, on change d'étiquette, et puis voilà, on peut changer d'opinion. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais demander, si, je sais pas moi, si demain, je considère que mon opinion politique a évolué. Il faut que j'aille voir l'Arcom en disant, vous me catégorisez plus comme ça ? Du reste, on aura quoi comme catégorie ? Divers droite, divers gauche ? Donc, vous voyez, j'ouvre un petit peu notre discussion. Cette décision du Conseil d'État va donner, à mon avis, énormément de difficultés à l'Arcom. Et puis, je vous rappelle qu'encore une fois, cette décision ne va pas s'appliquer qu'à CNews. Oui. Alors, on va y venir. Mais je voudrais revenir sur votre réaction initiale. Oui. Allez, quand vous la prenez, est-ce que vous êtes dans les locaux de CNews ? Quelle est l'ambiance ? Parce que j'imagine que vous étiez peut-être pas à la rédaction ce jour-là, mais non, j'étais pas... quelle était l'ambiance à CNews ce jour-là quand cette nouvelle tombe ? Alors, j'ai pas fait CNews ce jour-là. Il se trouve que je discutais avec un journaliste de CNews, par contre, et tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris, et en même temps, ça c'est mon ressenti, et c'était le ressenti de la personne avec laquelle je discutais, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si ça arrive maintenant, si vous voulez. C'est-à-dire que CNews, il faut bien comprendre la temporalité dans laquelle nous sommes. Reporters sans frontières, qui a dirigé le recours, fait un recours au moment où CNews devient ex aequo première chaîne info. Je vous rappelle qu'en décembre 2013, devant BFM. BFM TV et CNews étaient tous les deux, au point près,
à égalité. Je crois qu'il y a une semaine record pour Il y a CNews, une semaine record, mais voilà, sur le mois, ils étaient tous les deux à égalité. Donc évidemment, ça intervient à ce moment-là. Bon, le hasard, sans doute. Deuxièmement, le seul média qui est visé ici, c'est CNews. Et ça ne nous surprend pas non plus, quelque part. Bon, je ne parle pas au nom de la chaîne, hein, mais ça ne surprend pas parce qu'encore une fois, CNews devient première chaîne d'info. Et je mets ma main à couper qu'il y a 3 ou 4 ans, Reporters sans frontières n'aurait pas fait un tel recours. Voilà. Vous savez, c'est toujours pareil. Ces gens qui se soucient du pluralisme, en réalité, c'est un faux nez, tout ça. Le vrai sujet, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils attaquent les médias Bolloré, comme ils disent. Parce que pourquoi ils n'aiment pas Bolloré? Parce que Bolloré, il a le défaut de dire ce qu'il pense. Voilà. Il l'a dit, ce qu'il pensait, Bolloré. Et le problème, c'est pas un problème de pluralisme. C'est un problème politique. Voilà. C'est-à-dire que nous avons un système médiatique qui est hégémonique, une caste. Il faut l'appeler comme ça. Vraiment une caste. Il faut utiliser les bons mots. C'est une caste médiatique qui se reproduit. C'est une caste, ça se reproduit dans les écoles de journalisme et qui est, de manière écrasante, située de l'extrême gauche jusqu'à timidement, mais très timidement, le centre droit. Mais très timidement, plutôt centre gauche. Et pour la première fois, depuis quelques années, son monopole est contesté. Souvenez-vous de ce que c'était l'audiovisuel dans les années 2000. Est-ce qu'on a eu des recours dans les années 2000 de Reporters sans frontières pour mettre en cause le pluralisme dans les médias? Est-ce qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, quand une certaine chaîne de télévision, je ne vous dis pas laquelle, tapait en permanence sur les Gilets jaunes, est-ce qu'on a eu des rappels à l'ordre du CSA? Est-ce qu'on a eu des saisines du RSF? Non, je termine. Au moment du Covid, d'accord? Quand on avait des sujets sur des grandes chaînes de télévision appelant à mettre de côté les non-vaccinés, je suis poli, en fait, c'était pas mettre de côté, c'était à les sanctionner, voire même à les emprisonner. Non mais, je veux dire, là, étrangement, personne ne s'interroge sur la question du pluralisme et de l'éthique journalistique. C'est toujours pareil, c'est un combat politique. À propos de CNews, de quoi parle-t-on? Parce que, comme vous venez de le dire, CNews est pointé du doigt. C'est pas la première fois. Je rappelle qu'il y a 1 an, par exemple, l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, expliquait, insinuait que CNews pouvait perdre sa fréquence. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que cette chaîne est attaquée. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la peur? C'est les deux, mon capitaine. C'est à la fois une jalousie évidente parce que faut que vous vous rendiez compte d'une chose. Aujourd'hui, CNews, c'est 2,6 à peu près pourcentage point d'audience. D'accord? Il y a 5 ans, il y a quelques années, CNews faisait 5 à 6 fois moins que la première chaîne d'information qui était BFM. Aujourd'hui, elle est bien devant. D'accord? Donc, il y a une évidente, c'est pas BFM que je vois ici, hein, c'est les autres journalistes, hein. Il y a une évidente jalousie. D'ailleurs, remarquez une chose, d'où viennent les attaques contre CNews? Elles viennent quasi exclusivement, non pas du milieu politique, alors certes, quelques députés NUPES, mais elles viennent essentiellement de vos confrères, du monde journalistique. Donc c'est une évidence que c'est à la fois de la jalousie et en même temps effectivement de la peur, parce que, mais c'est à l'image de la France, le paysage politique est en train d'évoluer. Il a déjà évolué sur le plan des partis politiques. On le voit, les partis politiques traditionnels se sont effondrés. Il y a une radicalité du débat public dans tous les sens du terme, hein, et sur tous les chiquiers. Il y a une vraie radicalité. Quand on regarde le monde politique aujourd'hui, et il y a 10 ans, c'est le jour et la nuit, sur les chaînes de télé, comme au niveau des partis politiques. Donc je pense qu'il y a une peur de ces médias traditionnels, de cette caste journalistique traditionnelle, de voir effectivement que son monopole aujourd'hui est sérieusement ébréché. Et rappelons aussi que bien souvent, ces journalistes qui attaquent CNews sont des journalistes qui sont payés par nos impôts. Des journalistes qui savent très bien que sans le système de subvention, sans les aides à la presse, il n'existerait pas. Voilà. Donc évidemment qu'il y a une peur. Ouais. Je reviens sur ce que vous disiez à propos de l'Arcom, de votre démonstration, pour expliquer que ces contrôles allaient être extrêmement complexes. Une question toute simple, est-ce que vous pensez réellement que l'Arcom ira au bout de cette démarche? Alors l'Arcom va devoir se prononcer. Ça, c'est sûr, maintenant, il y a une décision qui doit intervenir, je crois, sous 6 mois. Malgré le tollé, vous pensez que... Ah oui, l'Arcom va se prononcer. Non, mais c'est une obligation. Se prononcer, d'accord, mais est-ce que, alors, effectivement... la question, c'est qu'est-ce que va faire l'Arcom de l'outil que lui a mis entre les mains le Conseil d'État, c'est-à-dire la possibilité d'élargir le contrôle sur le pluralisme au regard, je lui ai dit, des invités, des intervenants, des journalistes.
ça va être très compliqué. Parce qu'il y a 2 difficultés que ça pose. Déjà, s'ils font ça sur CNews, il va falloir le faire sur toutes les autres chaînes. Bon courage. Deuxièmement, il va falloir justifier, si on inflige des sanctions à CNews ou à d'autres chaînes, que le pluralisme n'est pas respecté, et donc produire un État. Vous voyez, par exemple, demain, il y a une sanction, écoutez, il y a une sanction parce qu'on a vu que sur ce mois-ci, vous avez invité 1000 personnes, il y en avait 200 qui étaient catégorisées comme ça, 300 comme ça. Il va devoir. Le principe, si vous voulez, quand même, quand on fait un recours après sur une décision, c'est le contradictoire. Donc il faut qu'ils puissent appuyer leurs éléments. Alors, c'est intéressant parce que le président de l'Arcom, alors ça c'est assez inédit, on n'a pas beaucoup parlé, mais quand même, quelques jours après la décision du Conseil d'État, s'est exprimé dans la presse, je crois à la tribune du dimanche. Et le président de l'Arcom, j'ai trouvé ça très intéressant comme interview, était très prudent. Presque, on l'a senti presque effrayé au fond par cette décision du Conseil d'État. Il a dit, on ne va pas lister, on ne va pas ficher évidemment politiquement les gens. Mais alors à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, comment vont-ils faire pour comptabiliser ? Oui. Vous voyez, parce que c'est encore pire. C'est-à-dire que quelque part, ça veut donc dire qu'on va, de manière discrétionnaire, c'est-à-dire sans justifier, dire à une chaîne, vous avez trop d'invités de droite, vous avez trop d'invités de gauche. Mais on ne fait pas de liste. Si vous ne faites pas de liste, ça veut dire que vous n'apportez pas d'argument. Donc, si vous voulez, on est dans un moment de flou, Bien sûr. de flou artistique juridique, parce que le Conseil d'État est allé beaucoup trop loin ici. Je veux dire, il faut quand même revenir aux fondamentaux de notre État. Enfin, j'ose pas dire l'État de droit, je n'aime pas ce terme, mais de notre droit. C'est-à-dire qu'on a une loi qui est la loi de 80 sur la liberté de la presse. On a une loi de 1986 qui fonde l'Arcom et qui est une loi de liberté. Je veux dire, il faut quand même rappeler une chose, c'est que la presse est libre. Et enfin, une dernière chose, et après je m'arrête. On nous parle en permanence de pluralisme. Arrêtons-nous un instant sur ce que veut dire le pluralisme. Le pluralisme, ça signifie simplement qu'une personne, quand elle allume sa télévision, elle a accès à une pluralité de types d'informations. D'accord ? La loi de 86, pourquoi est-ce qu'elle a prévu ça ? Il faut revenir à l'esprit de la loi 86. En 86, vous savez combien il y avait de chaînes ? 5, 6. Voilà. Aujourd'hui, on en a plus d'une centaine. Et ça, c'est uniquement, évidemment, je le dis, sur les ondes hertziennes. Donc, on n'est plus du tout dans la même configuration. On a une chaîne, un éventail de chaînes qui est beaucoup plus important. En réalité, le pluralisme qui devrait être pris en compte, c'est non pas le pluralisme interne à la chaîne, mais le pluralisme de l'ensemble du système médiatique. Vous voyez ? Ouais, D'avoir bien sûr. accès à différents types d'informations. Parce que le pluralisme, c'est pas vis-à-vis de la chaîne seulement, c'est vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis des gens qui nous regardent là actuellement, même si on n'est pas sur les ondes ici, mais c'est de se dire qu'ils ont la possibilité, qu'ils ont le choix. À partir du moment où ils ont le choix et qu'ils ont la possibilité de zapper, bah, le pluralisme est garanti. Alors, on va rentrer concrètement dans cette affaire, mais on va quand même rester dans le flou, parce qu'on va parler de François Jost, donc grand artisan de cette cabale contre CNews, puisqu'il est l'auteur du rapport pour Reporters sans frontières. Et il est intervenu sur plusieurs plateaux télé, dont un sur France 5 récemment, en expliquant, avec ses termes, ce qu'il comptait faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'il allait catégoriser les intervenants. Je vous propose de regarder un extrait. Par exemple, je sais pas, oui, telle ou telle personne, et que je vois qu'elle a travaillé dans Valeurs Actuelles, qu'elle a dit telle chose sur l'avortement, ce qu'elle a dit, je ne sais pas quoi, sur autre chose, je me dis, bon, je vais la classer plutôt d'extrême droite. Je résume. Une journaliste qui a travaillé pour Valeurs Actuelles, qui a dit quelque chose, on ne sait pas quoi, à propos de l'avortement, extrême droite. C'est-à-dire que la méthode est absolument, lunaire, simple. Et j'espère que c'est quelque chose de plus développé. Qu'est-ce que ça vous évoque, un extrait pareil ? Bah, ça m'évoque, je vous parlais d'une caste de journalistes, François Jost en est le digne représentant. C'est-à-dire que ces gens sont les arbitres des élégances. Non seulement sont les arbitres des élégances pour dire ce qu'est un journaliste et ce que n'est pas un journaliste, et puis aussi, ils s'improvisent docteurs en sciences politiques. Vous voyez ? C'est eux qui permettent de catégoriser ce qui est extrême droite ou ce qui est l'extrême gauche ou la gauche. C'est très dangereux en réalité. C'est très dangereux de commencer là-dedans parce que, je vous le dis, à mon avis, cette décision va finir par se retourner contre les gens qui initialement s'en réjouissaient. Vraiment. Donc moi, je serais François Jost et tous ces gens-là sur France Inter qui se sont réjouis de la décision en se disant dans quelques mois, CNews va perdre sa fréquence ou CNews va être astreinte à telle ou telle obligation. Méfiez-vous. Et puis surtout, où est l'objectivité là-dedans ? Puisque
dans un autre extrait, François Jost explique sur Sud Radio, me semble-t-il, Oui. que cette étude-là se base sur la ligne éditoriale du Monde. Non, mais si vous voulez, j'ai même lu la décision du Conseil d'État et les conclusions du rapporteur public. Vous savez sur quoi se base le rapporteur public, sur quelle hauteur se base le rapporteur public pour justifier justement qu'il y ait des sanctions contre CNews sur des chercheurs comme Julia Cagé. Alors Julia Cagé, ça dit peut-être personne, pas grand-chose aux gens qui nous écoutent. Julia Cagé, c'est une chercheuse à Sciences Po qui est, mais enfin, allez voir son compte Twitter. Si on me dit que ça, c'est une chercheuse, un scientifique de l'information, enfin, si vous voulez, moi je suis moine tibétain, quoi. C'est grotesque. C'est grotesque tellement ces gens-là nient le fait que tout est politisé dans leur discours. Ce rapport, et il est évident, celui sur lequel le Conseil d'État s'est basé, il est évident qu'il n'est pas neutre, qu'il n'est pas fait par des gens qui... Vous savez, quand on ne peut pas atteindre la neutralité, c'est Benjamin Constant qui a bien théorisé ça. Alors ça doit vous travailler, vous, journaliste. Qu'est-ce qu'on appelle la neutralité, au fond? Est-ce que la neutralité, c'est l'absence d'affect? C'est une possibilité. Est-ce qu'il est possible pour vous d'avoir une absence d'affect? C'est compliqué. Mais il y a aussi une deuxième neutralité, outre la neutralité d'absence, c'est la neutralité de synthèse. Et ça, c'est plus celle sur laquelle on devrait travailler. Neutralité de synthèse, ça veut dire on se réunit tous et on cherche le point médian. Vous voyez? Donc si demain, il y avait un rapport sur lequel le Conseil d'État était censé se baser, eh bien, au lieu de se prétendre neutre, je vous l'ai dit par abstention, pas neutre par extériorité, eh bien, prenons un collège représentatif de l'ensemble des opinions des journalistes, et à ce moment-là, rendons un rapport. Mais ça serait plus compliqué pour l'élite journalistique dont je vous ai parlé, parce qu'elle se considère comme étant gardienne d'une certaine éthique, d'une certaine vérité. C'est un mot qui revient encore dans la bouche de journalistes comme Thomas Legrand, que j'écoutais il n'y a pas très longtemps sur France Inter. Il disait « CNews ne fait pas œuvre de vérité ». Merci mon père, quoi. Et alors, vous concernant, puisque vous allez être concerné par cette mesure, avant d'être moine tibétain, qu'est-ce qui va être retenu contre vous pour vous catégoriser? Où est-ce que vous pensez qu'on va vous placer dans l'échiquier? Il faut d'abord qu'on ait les différentes catégories. S'il y a divers droite et divers gauche, alors ce qui est sûr, c'est qu'ils vont avoir du mal à me catégoriser en fonction des partis politiques, parce que je ne suis pas adhérent à un parti politique. Donc ça, effectivement, c'est une première difficulté. Ensuite, on peut utiliser les vieilles catégories divers gauche, divers droite. Oui, c'est très flou. Vous savez, on me faisait remarquer il n'y a pas très longtemps que je concentre plus d'attaques contre la droite, c'est-à-dire contre les LR dans les médias, contre lesquels je tape pour tout un tas de raisons, parce qu'ils ont trahi, etc., bon, que contre la gauche. Donc ça va être un peu embêtant si on a des gens divers droite comme moi qui passent plus de temps finalement, pardonnez-moi, hein, je le mets de manière très détendue, mais contre la droite LR, que contre la gauche. S'il n'y a pas divers droite, divers gauche, que ça va être? Ça va être droite, extrême gauche, extrême gauche. Bon, écoutez, qu'est-ce que c'est une démocratie dans laquelle on a besoin de ficher les gens en fonction de leurs opinions? Quand je vous pose cette question, vous comprenez instinctivement le problème. Je répète, qu'est-ce que c'est une démocratie dans laquelle on fiche les gens en fonction de leurs opinions réelles ou supposées? Réelles ou supposées? Parce qu'on peut me catégoriser demain, je ne sais pas moi, droite, extrême droite. Je peux très bien dire, mais non, c'est absolument pas ce que je suis. Et d'ailleurs, vous savez, il y a aussi beaucoup de gens, et j'en suis, qui récusent le spectre gauche-droite. Moi, je ne me place pas, même si j'ai plus de points communs, je dis ça comme ça, avec des gens de droite qu'avec des gens de gauche, mais je ne me situe pas, je le dis, hein, si ça peut être entendu par l'ARCOM, je ne me situe pas sur l'axe gauche-droite. D'accord. Voilà. Je me définis en fonction des idéologies. Vous n'êtes pas plus inquiet par les méthodes de François Jost qui, selon si on a écrit pour Valeurs Actuelles ou selon si on a été nuancé peut-être sur la question de l'avortement, on est d'ores et déjà dans une caste. Non, mais mais aujourd'hui, c'est eux qui dirigent. Bon, c'est eux qui sont. C'est ce que je vous dis, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont les manettes. Très bien. Très bien, profitez-en. On va regarder un autre extrait, cette fois qui concerne Christophe Deloire face à Robert Ménard à propos de Reporters sans frontières. Et ici, on a une télé qui a le malheur, oui, à tes yeux, parce que ne prends pas, il faut pas, tu vas pas moi me prendre pour un imbécile. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont de droite, et tu n'es pas de droite, et tu n'aimes pas beaucoup les gens de droite. Et oui, c'est ça, Christophe. Tout le reste, c'est du baratin.
Le problème, c'est les liens incestueux qu'un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme. Et je me flatte de dire que ce n'était pas le cas de Reporters sans frontières. Donc c'était pour vous remettre dans le contexte. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est que Christophe Deloire, donc le lendemain de cette décision, va sur CNews, se retrouve donc face à Pascal Praud, Charlotte Dornelas, et donc face à Robert Ménard par vidéoconférence. Il a l'air étonné, il a l'air hagard, Qui ça, Christophe Deloire Christophe Deloire, de la réaction du plateau, et n'a pas l'air de comprendre en réalité la réticence qu'ont tout. Mais c'est logique, Ouais. mais parce qu'encore une fois, il faut qu'on se mette à leur place. Ces gens vivent entre eux et n'ont pas l'habitude d'être contredits. Et si vous voulez, je pense même qu'on peut faire notre autocritique, parce que je vous dis qu'il y a une radicalisation du spectre politique. Moi, je trouve même, on va faire notre propre autocritique, qu'on vit de plus en plus, malheureusement, sur le plan politique entre nous, parce que les opinions sont tellement radicales et tellement insupportables qu'il y a du mal à cohabiter. Cela étant, à gauche, c'est absolument flagrant. C'est-à-dire que moi, j'aime bien discuter avec des gens de gauche. J'aime bien. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est eux qui n'acceptent pas la contradiction, le débat, en somme. Et du reste, vous notez bien quel est le problème. Le problème pour CNews, quant au pluralisme, c'est qu'ils ont du mal à inviter des gens de gauche. J'allais y En venir. revanche, c'est plus difficile pour des gens de CNews ou des gens comme moi, vous voyez, moi, je ne serais jamais invité sur France Inter. Voilà. Et Le pluralisme, il se pose comme ça, vous voyez. il y a un autre problème sous-jacent, c'est que sur cette semaine-là, des politiques, je pense à Olivier Faure, du Parti Socialiste, se sont retrouvés interviewés sur la question, donc lui c'était sur Sud Radio également, expliquaient qu'il n'était jamais allé sur CNews, qu'il n'avait jamais été invité, alors qu'il n'a pas été long de constater que sur l'année qui Bien précédait. sûr. Quelle est cette hypocrisie Je pense que alors ça a beaucoup à voir. Alors à mon avis, c'est très contextuel. C'est-à-dire que je me souviens beaucoup en 2022, lors de l'élection présidentielle, nous avions sur CNews un grand nombre de représentants de la France Insoumise. Moi, j'ai débattu avec des dizaines de représentants de la France Insoumise, dont certains sont devenus députés, comme Antoine Léaumont, David Guiraud comme David Guiraud, j'ai débattu quelques fois avec lui, qui au demeurant étaient des gens, je le dis, très sympathiques. Hein. En off, très sympathiques. Alors après, c'est ça le problème, c'est l'honnêteté de ces gens-là. C'est que derrière, ce qui a fait un petit peu leur notoriété, disons-le clairement, Bien derrière, ils crachent dessus et ils attaquent CNews. Enfin, attendez, ils y sont allés des dizaines et des dizaines de fois. Ça prouve bien que, ils étaient contents d'y aller, et deuxièmement, qu'il y avait le pluralisme qu'ils veulent sur CNews. Et c'est là où je vous dis que le pluralisme doit s'apprécier aussi en fonction non pas des invités, mais des invitations de la chaîne. Je vous donne un exemple. Si on envoie 100 invitations, si vous constatez que sur un plateau, en un mois, vous avez sur 50 invités, vous en avez 40 de droite et 10 de gauche. Vous allez dire le pluralisme n'est pas respecté. Mais est-ce que c'est ça qu'on doit prendre en compte, ou pas plutôt les 100 invitations qui ont été envoyées, avec 50 à droite, 50 à gauche, comme par hasard 40 de droite qui répondent et 10 de gauche qui répondent. Vous voyez, en fait, le pluralisme, il est respecté en fonction du nombre d'invitations, parce que, et Pascal Praud le rappelait d'ailleurs, face à Christophe Deloire, il invite systématiquement des gens de gauche, mais qui, on en revient au même problème, n'ont pas l'habitude, n'ont pas l'envie de se confronter au débat, à la contradiction. Voilà. Et généralement, les arguments qu'ils avancent sont les mêmes. C'est, c'est pas de l'information. 2, ça va être de l'empoignade, on va se hurler dessus. Ou alors, c'est pas au niveau. Enfin, des espèces d'arguments pseudo-aristocratiques. Je dis pseudo parce qu'il n'y a rien d'aristocratique dans tout ça. Mais qui ne démontrent en réalité qu'une seule chose. Ces gens-là ne veulent pas le débat, ne veulent pas la démocratie, et finalement, ils ne veulent pas le pluralisme. J'entends bien ce que vous dites, mais pour le coup, je veux dire, on a pu apercevoir des députés de la France Insoumise aller sur TPMP, avant cette affaire avec Oui. Louis Boyard, par exemple. Ouais. Donc, est-ce que c'est C'est pareil. uniquement un problème de contradiction, ou c'est simplement pour ne pas apparaître dans le groupe Canal+. Non, non, moi je pense que... Alors, il y a plusieurs choses. Moi je pense que ce qui les embête le plus, il y a 2 choses qui les embêtent. Premièrement, la contradiction. Mais deuxièmement aussi, et c'est ça en fait le fond du problème, ce sont les thèmes qui sont choisis par la chaîne, par les chaînes d'ailleurs, que ce soit par CNews, que ce soit par C8, peut-être demain par Europe 1, parce qu'en réalité, les thèmes qui sont avancés par CNews ne sont pas des thèmes qu'on va retrouver de manière aussi présente dans les autres médias, mais qui correspondent, c'est-à-dire si on prend la thématique de l'immigration, vous voyez, qui, moi, m'apparaît
Et on n'est pas le seul. C'est depuis 15 ans, c'est dans le top 3 des priorités des Français. Dans le top 3. Avec le pouvoir d'achat, vous avez immigration, insécurité, qui est toujours dans le top 3. Ça, c'est sous-traité, et c'était... Alors, je trouve que BFM rattrape un petit peu. Voilà. Mais c'était sous-traité pendant des années. Sous-traité. CNews a décidé d'aller sur ce terrain. Qu'est-ce qu'ils voient ? Que les gens en veulent, parce que ça marche. Vous savez, depuis... là, j'ai les audiences enfin, je les suis à peu près tous les jours, mais je les reçois tous les jours. La semaine dernière, CNews a été première chaîne info en continu. Ça faisait un certain temps que ce n'était pas arrivé, mais alors, c'est pas première chaîne info d'un petit peu, c'est première chaîne info de beaucoup. Vous voyez, Pascal Praud, qui fait habituellement, je crois, 300 ou 400 000 téléspectateurs le matin, il était à 500, 600 000. Vous voyez, en direct. Donc, c'est des grands chiffres, ça ne dira pas beaucoup aux gens, mais c'est pour vous dire que, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont rendre service à CNews à travers cette action qui est une action de censure. Voilà, c'est ça le résultat. Et c'est ce qui explique en partie le fait que sur l'année 2023, malgré toutes les attaques, les courbes continuent d'être... Oui, et j'espère qu'elles vont continuer et que CNews, selon toute vraisemblance, je pense que CNews sera, sur le mois de février, je le souhaite, première chaîne d'information. Voilà. Quand on dit que, parmi les reproches qu'on entend sur CNews, on dit que CNews n'est pas une chaîne de journalisme, mais une chaîne d'opinion. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je vous réponds que c'est une chaîne d'adhésion. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une chaîne d'adhésion parce que, et je m'en ai sûr rendu compte, que ce soit à travers les gens qui m'interpellent ou les commentaires que je peux voir un peu ici et là, en fait, les gens sont heureux qu'on parle, enfin, des sujets qui les intéressent. Voilà. Alors, il n'y a pas toute la France derrière CNews, mais il y avait une grande partie de la France qui était en attente de ces créneaux-là. Vous voyez ? Et il y a pas... Alors, il y a beaucoup, effectivement, immigration, insécurité. C'est vraiment deux thèmes qui sont arrivés de manière forte sur CNews. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un côté très français, très gaulois. Vous voyez, oui, sur la forme. forme. Oui, sur la forme. Vous voyez, par exemple, les émissions de Pascal Praud, l'émission qu'il faisait le jour de la Saint-Valentin, le soir, 20h à 21h, il demande aux différents chroniqueurs une chanson qui représente pour eux la Saint-Valentin. Enfin, en fait, c'est un exemple, mais vous avez aussi des références en permanence. Je reprends les émissions de Pascal Praud parce que j'écoute tous les jours l'émission de Pascal Praud, le matin et le soir, comme beaucoup de Français d'ailleurs, et vous avez des références à la France qu'on aime. C'est ça ce que c'est incarne, la France des années 60-70. Vous voyez, la France qui sent le cigare, la France authentique, la France des terroirs. Et ça, il y a un lien qui est un lien qui est plus que politique. Il y a vraiment un lien affectif qui est en train de se créer avec cette chaîne. C'est pour ça que je vous dis, c'est devenu, je pressens, une chaîne qui est vraiment une chaîne d'adhésion. C'est pas un hasard. Si, la semaine dernière, au moment où CNews était attaqué, CNews a fait ses records d'audience. Jamais la chaîne, en une semaine, n'avait fait, à ma connaissance en tout cas, de tels résultats. Vous voyez ? Donc c'est devenu, je pense que c'est devenu une chaîne, c'est une chaîne d'information, mais c'est devenu aussi une chaîne d'adhésion. Mais plus aucune chaîne n'a ça. Que ce soit BFM. Ouais. Le seul qui avait un peu ça... Des chaînes de radio, des plateaux... Alors, moi, il y a un comparatif que j'ai avec ça, mais alors, on en est encore un peu loin, mais ça pourrait arriver. C'était le 13h de Pernod. Oui. Vous voyez ? Moi, c'est tout bête, mais moi, le 9h, 10h30 de Pascal Praud, c'est pas le 13h de Pernod, mais il y a quelque chose d'affectif comme ça. C'est la France qu'on aime. Moi, en tout cas, c'est la France que j'aime bien. TPMP aussi a TPMP, c'est la France plus populaire. C'est la France qui va parler sans langue de bois aussi pour Pascal Praud le matin. Mais vous voyez, moi, je suis très surpris de l'audience qu'a Cyril Hanouna dans ce qu'on appelle la France périphérique, c'est-à-dire dans les campagnes. C'est impressionnant la popularité qu'a. On pourrait s'imaginer, et c'était le cas il y a quelques années, que la formule de Cyril Hanouna touchait beaucoup en banlieue. En réalité, elle touche de plus en plus dans une France précarisée, une France périphérique. C'est très intéressant. Mais c'est très intéressant parce que j'aimerais bien poser la question à Cyril Hanouna, oui. Mais je crois que c'est pendant la crise des Gilets jaunes, lorsqu'il invite des Gilets jaunes sur son plateau, ça a eu un effet. Comprend ou qu'il connaît enfin son public et que finalement il se met depuis chaque soir à inviter des boulangers, des artisans, des pompiers, etc. C'est très possible. Il touche, alors peut-être malgré lui, ou il a compris, comme vous le dites, effectivement une France rurale. Ce qui est surprenant, hein, c'est vrai, au départ, quand on regarde les premières fois, on se dit, mais quand on voit un petit peu les sujets, et quand on connaît un petit peu cette France-là, c'est pas étonnant.
C'est pas étonnant, encore une fois. Je vous l'ai dit, je sors un exemple, là, il y a pas très longtemps. Cyril Hanouna a reçu des habitants d'un tout petit village qui se battent contre l'installation d'un centre pour migrants. Un village de 900 habitants qui s'appelle Bel-Arbre dans l'Indre, Bien sûr, oui, pour lequel je me bats depuis un an, en organisant des manifestations, etc. Cyril Hanouna a vu un monsieur qui racontait qu'il allait devoir vendre sa maison à côté du centre pour migrants qu'on lui avait imposé. Il a été, je le sais, il a été ému, il a été touché par ce monsieur, et il l'a fait venir sur son plateau pour qu'il puisse témoigner, pour qu'il puisse s'exprimer. Et je pense que c'est un peu ce que vous disiez sur les Gilets jaunes, c'est-à-dire il permet de donner la voix à une France qu'on n'écoute pas. Voilà. Alors ensuite, il y a des gens qui n'aiment pas trop la forme, parce que la forme Oui, de Cyril bien Hanouna, c'est sûr. une forme un peu C'est aussi joyeuderie. C'est aussi une émission divertissante. c'est une émission de divertissement populaire. Mais ce que je trouve intéressant, pardon, j'étais un peu long, mais c'est que, vous savez, moi, ça me fait un petit peu penser, toute proportion gardée, à On n'est pas couché avec Ruquier. Moi, c'était une émission que j'adorais. Et pourtant, Ruquier, c'est pas ma tasse de thé politiquement, mais j'adorais cette émission parce qu'en fait, vous aviez la France du divertissement et vous aviez de la politique. Et c'est très intéressant. L'émission de Cyril Hanouna, c'est ça. Si vous regardez bien, de 18h jusqu'à 19h, 19h30, d'ailleurs, les couleurs du plateau sont différentes, sont jaunes et bleues. Enfin, je crois, en tout cas, jaune. Et vous êtes sur du pur divertissement, du people. Moi, je déteste ça. Je n'aime pas du tout ça. Et après, 19h30, les couleurs changent. Vous avez du bleu, du rouge, tiens, du blanc. Et vous êtes sur de la pure politique. Et je trouve que c'est intéressant parce que des gens qui se dépolitisent, typiquement dans cette France-là, cette France rurale, bah, ça remet un petit peu de politique dans leur foyer. Donc en ça, je trouve que c'est utile. Et j'ajoute, puisque on est sur Cyril Hanouna, que c'est aussi lui, malgré tout, qui organise les seuls débats. Mais les seuls débats à l'élection présidentielle avec des candidats. ont été, excusez-moi, mais les seuls vrais débats, et avec des bonnes formules. Hein. Je me rappelle quand Marine Le Pen était venue ou quand Éric Zemmour était venu, il y avait 4-5 invités, 4-5 débats, c'était de bonne tenue. On n'imaginait pas que Cyril Hanouna allait faire ça. Mais Cyril Hanouna a vraiment réussi pour le coup une performance. C'est lui qui a organisé les débats majeurs avec des records d'audience à l'occasion de cette élection présidentielle. Mais alors, c'est très intéressant. Mais alors, d'après vous, par quel miracle est-ce qu'on est passé de des paroles et des actes avec David Pujadas dans une émission de très bonne tenue avec les candidats à l'élection présidentielle à l'ancien trublion du PAF devenu l'animateur, le successeur de David Pujadas? C'est un mystère. Là, pour le coup, j'ai pas de réponse magique. Probablement parce que, justement, au départ, France 2, le service public, a abandonné cette formule. Je vous l'ai dit, des paroles et des actes, où c'était Arlette Chabot qui organisait ça aussi. Il y avait une autre émission aussi. Alors, il y avait l'émission politique avec l'émission Paul. Voilà, ça, c'était des émissions où il y avait du niveau, quoi. Je veux dire, c'était des émissions qu'on aimait, qu'on appréciait de regarder pour se faire vraiment une opinion. Là, pendant l'élection présidentielle en 2022, force est de constater que les services publics n'ont pas joué son rôle. Cyril Hanouna a compris le créneau qu'il y avait ici à exploiter, et il l'a exploité, et assez honnêtement, je dois le dire. Je vous montre un autre extrait. On va parler de Yann Barthès et de Quotidien. Et comment ils ont réagi, les drama queens du dessus? Bah écoute, plutôt mal, hein. Plutôt mal. Les journalistes de la chaîne n'ont pas forcément compris cette subtilité qu'on vient de détailler. Ou n'ont pas voulu comprendre. Ou n'ont pas voulu comprendre. La nouvelle a été à peine connue hier soir. CNews a tout de suite lancé la grosse artillerie. Depuis hier, 17h, c'est l'info principale d'ailleurs sur la chaîne, rabâchée à longueur de plateau avec à peine d'exagération. Quotidien se frotte les mains de cette décision. Oui, mais encore une fois, vous savez... Ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais c'est intéressant parce que, je vous l'ai dit, le pluralisme est une farce. Ces gens-là ne veulent pas de pluralisme. Quand ils s'attaquent aux médias... précisément. Mais oui, c'est pas le pluralisme. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont déjà reçu Marine Le Pen sur leur plateau? Et c'est assumé. Voilà. C'est assumé. Donc, en réalité, ils ne veulent pas du pluralisme. Ils sont pas dans le pluralisme, ils sont pas dans le débat, ils sont dans le combat. Et il serait temps de le comprendre. Cela étant, ce qu'il faut leur répondre, et je crois que quelques éditorialistes à France Inter l'ont un peu compris quand ils ont vu la décision du Conseil d'État, ils ont dit c'est très très bien pour CNews, par contre il ne faudrait pas que ça s'applique à nous. Ça risque. Ça risque, et encore une fois, vous savez, je pense ce qu'il faut dire à ces gens-là, c'est il faut être très clair. Il faut leur dire, bon, on est dans un régime qu'on qualifie de démocratique. C'est entendu. Un régime dans lequel le pluralisme compte et chacun peut s'exprimer. Peu importe les opinions, vous savez, c'est ce qu'on dit toujours, avec cette phrase de Voltaire, lancée à l'encens, je me battrai sans cesse pour que... Phrase qu'il n'a jamais dit, peu importe. Bon, on est dans ce cinéma général. Il y a des gens qui y croient, hein. Souvent malheureusement des gens de droite, et qui se disent, oui, bah, on se bat pour le pluralisme. Ces gens-là ne se battent pas pour le pluralisme, mais sous couvert de... Parce qu'en réalité, sous couvert de pluralisme, ce qui compte, c'est le combat, et de tuer l'adversaire, de tuer l'autre opinion. Et c'est pour cela qu'ils favorisent l'émergence d'outils de censure, qu'ils poussent
C'est le cas de RSF, parce que si le Conseil d'État n'avait pas été saisi par Reporters sans frontières, on n'en serait pas arrivé là. Hein. Et qui fait qu'on arrive dans un moment qui, peut-être, on va voir la décision de l'Arcom, peut être un moment de censure. Je vous le dis, pile, on gagne, face, ils perdent. Parce que si ces gens-là, encore une fois, hein, moi je serais eux, je serais très prudent. Parce que si vous nous dites, à partir de maintenant, en fait, le pluralisme, c'est une farce, ce qu'on veut, c'est pas les opinions qu'on considère comme étant d'extrême droite et qu'on considère comme étant infréquentables, et on change les règles du jeu démocratique en cours de route, on change les outils, très bien. Mais encore une fois, attention. Comme dirait un grand philosophe footballeur, la roue tourne peut retourner. Vous voyez. Donc attention, faites très attention avec ça. Parce que moi, je suis pour les règles démocratiques, mais je ne suis pas pour qu'on me prenne pour un imbécile. D'accord ? Pile on gagne, face ils perdent. Quels Oui. sont les deux camps? Qui a-t-il derrière Les CNews? censeurs et nous, je crois que c'est très clair. C'est-à-dire les intolérants en face. Moi, je voulais, moi, j'ai aucun problème. Demain, si vous voulez vous organiser un débat avec n'importe quelle personnalité, je l'ai fait sur le crayon, on en parlait un peu en off, avec une personnalité de gauche, voire d'extrême gauche. D'ailleurs, il a accepté. Ça ne me dérange absolument pas. Mais vous voyez, bien souvent, c'est ça la difficulté, c'est que nous, on est prêts à débattre, mais en face, eux, ils ne le sont pas. Alors, je ne sais pas, par intolérance, peut-être certains par conformisme. En tout cas, ils ne veulent pas débattre. Très bien. J'ai une dernière question à vous poser qui est tout à fait illusoire, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui. On vient de parler de Quotidien et donc de Yann Barthès. Pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, Quotidien, le plateau de Quotidien est dans le 15e arrondissement, dans un immeuble dans lequel se trouve la rédaction d'Europe 1, la rédaction du JDD et la rédaction de CNews. Comment vous pensez que Yann Barthès vit la cohabitation avec Pascal Praud et Geoffroy Lejeune? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, ça. Mais Je crois que c'est... écoutez, je leur en ai jamais parlé, mais c'est intéressant. Je leur poserai la question ce soir, d'ailleurs, tiens. Mais c'est certain qu'à mon avis, ils ne doivent pas beaucoup se croiser dans les couloirs. Parce que c'est certain que quand on se réjouit d'une décision qui censure votre voisin, on n'est pas très enclin à le saluer, à lui dire bonjour, vous voyez, ce genre de choses. Bon, écoutez... Parce que Yann Barthès dit comment réagissent les drag queens au-dessus. Les drama queens, allez les voir, allez discuter avec eux. Mais vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas discuter. Voilà. Ces gens-là ne veulent pas le débat, ils veulent le combat. Ne nous trompons pas, vraiment, ça c'est un message qu'il faut bien comprendre. Je vous dis, l'opinion politique, les camps se radicalisent aussi parce que je pense qu'en face, ils comprennent très bien que tant sur un plan politique comme sur un plan culturel, nous sommes en train de prendre le pouvoir. Et ça les effraie, parce qu'ils sentent le soble. Oui, dans l'opinion, c'est très clair. Mais l'opinion, c'est fait. Maintenant, il y a deux étages. L'étage culturel et l'étage politique. Et je pense qu'ils ont déjà senti qu'au rez-de-chaussée, ça tremble, et qu'il est possible que les édifices au-dessus commencent à trembler aussi, et eux, ils sont au dernier étage. Viendra un jour où ces gens-là tomberont de leur tour. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi ça ce qui fait le mouvement de panique. Hein. Moi, je le prends plus comme des mouvements de panique, les réactions et de la peur. C'est pas uniquement ce à quoi on a assisté. Oui, voilà. Je ne vais pas leur dire qu'ils ont raison d'avoir peur. Je ne ferai pas passer pour un ignoble censeur, parce que je ne suis pas un censeur. Je ne suis pas pour leur interdiction. Je ne suis pas pour l'interdiction de Libération, etc. Par contre, je ne suis pas pour qu'on nous prenne pour des imbéciles. Vous voyez ? Si on dit qu'on est en démocratie, si on dit qu'il faut respecter le pluralisme, peu importe les opinions, alors on joue tous les règles. Sinon, on change les règles en cours de route. Merci beaucoup Pierre Gentillet d'être venu.